l'arnaque de la souveraineté individuelle. Quand on s'attaque comme ça à un concept qui commence à être de plus en plus à la mode, qui commence à être repris par de plus en plus de personnes, qui n'ont pas forcément examiné en profondeur la définition et les implications d'être un souverain individuel. Eh bien, quand on s'attaque à un tel sujet qui est autant à la mode et auquel beaucoup de personnes s'identifient bec et ongles, ça risque de faire un petit peu grincer des dents. Je fais cette vidéo suite à une question d'une amie qui me demandait ce que je pensais de la souveraineté individuelle dont tout le monde parle en ce moment. Beaucoup de personnes n'ont que ce mot à la bouche. J'avais justement envie de faire une vidéo ultérieurement sur ce sujet, pour dire ce que je vais dire maintenant. Ça risque de fâcher certaines personnes qui se sont identifiées à ce concept. Si vous avez suivi mes vidéos jusque-là, vous savez plusieurs choses, notamment la première d'entre elles pour aujourd'hui, à savoir que dès qu'un concept est à la mode, il faut se méfier. C'est souvent la manifestation de ce qu'on appelle l'appareil formateur, qui est la partie la plus mécanique de notre intellect, de notre pensée, qui pense de manière très binaire et qui adore se conformer aux modes intellectuels, aux modes de pensée qui dominent dans les groupes auxquels je m'identifie. Pas forcément le groupe de la société. Ça peut être le groupe des alternatifs. Et personnellement, j'ai toujours été allergique à ce genre de concept, avant même de réaliser qu'il s'agissait de l'appareil formateur. Il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui, en moi, se tient assez loin de ce genre de concept. Non pas parce qu'il est mauvais dans l'absolu, mais parce que la manière dont il est utilisé me semble galvaudé, comme tout un tas de concepts et de réalités qui, à un certain niveau, sont tout à fait corrects, mais à un autre niveau, quand il est récupéré par le mental ou appareil formateur, devient complètement déconnecté de la réalité et source de fantasmes et de projections, et donc d'illusions. D'abord, dans souverain individuel ou souveraineté individuelle, il y a individuel. Et il y a quelque chose qui me chiffonne dans ce besoin d'être un souverain individuel. Nous vivons dans un monde dans lequel nous sommes tous et toutes interdépendants. Nous sommes dépendants de l'environnement dans lequel nous vivons pour survivre. Nous sommes dépendants les uns des autres. Nous sommes dépendants pour nous nourrir, nous vêtir, pour nos relations. Nous vivons dans un système et nous sommes dépendants de ce système. Donc le terme souveraineté individuelle, quelque part, me gêne, même si j'ai bien compris que quand on utilise ce terme, on ne parle pas d'une autarcie et d'une indépendance totale des autres. On parle d'autre chose, d'une capacité d'être souverain à l'intérieur, de prendre ses propres décisions. Mais là aussi, c'est oublier la situation dans laquelle nous sommes, et j'y reviendrai tout à l'heure. Comment je peux être un souverain individuel si j'ai besoin des autres? Donc, j'ai besoin des autres. Et les autres ont aussi besoin de moi. Nous vivons en société. Donc, il y a, à mon sens, un aspect qui me fait penser à l'individualisme qui culmine dans cette notion de souveraineté individuelle. Attention, je nuance, ça n'est pas vrai pour tout le monde. J'ai un ami qui parle abondamment de cette souveraineté individuelle, mais qui, dans son comportement, montre bien que cette souveraineté, elle doit être collective, en créant des réseaux d'autonomie et de résilience et de solidarité. Il n'y a pas de vraie souveraineté pour un groupe donné sans une vraie solidarité, sans un travail ensemble et sans quelque chose qui cimente cette société. Mais à contrario, j'ai vu des personnes qui allaient un petit peu loin dans ce concept de souveraineté individuelle et qui considéraient que nous n'avions besoin de personne. Nous étions notre propre chef et notre propre souverain et que nous faisions ce que bon nous semblait. Nous n'avons pas besoin de loi, nous n'avons pas besoin de gouvernement, nous n'avons pas besoin de chef. C'est en France, c'est aux Français de voter les lois. C'est
plus qu'utopique, c'est presque délirant. Il suffit de participer à des associations dans lesquelles 3 ou 4 ou 5 ou 10 personnes ont énormément de mal à se mettre d'accord, ce qui freine considérablement l'action et le travail de l'association. Alors imaginez si c'était 70 millions. C'est ingérable. Il faut quelqu'un qui gouverne la France, qui représente la France à l'étranger. Certaines personnes vont beaucoup trop loin dans ce concept. Je pense pour ma part que c'est simplement une réaction, et une réaction, ça n'est jamais une action, à la corruption systémique à laquelle nous assistons aujourd'hui, pour les personnes qui ouvrent un petit peu les yeux sur les rouages du pouvoir. Évidemment, je comprends qu'on puisse se dire, si le pouvoir appartient à quelques-uns, en tout cas la représentation du pouvoir, ces personnes peuvent nous conduire dans un système totalement corrompu. Le problème n'est pas le système, le problème vient des gens dans le système. Est-ce que ce sont des gens qui cultivent la vertu ou est-ce que ce sont des gens qui cultivent le vice? Mais quelque part, on peut imaginer que nous avons les dirigeants qui correspondent à notre propre niveau de conscience. Sinon, nous ne laisserions pas faire. Mais de là à aller dans l'autre extrême, puisque quand on est dans la réaction, on passe souvent d'un extrême à l'autre, il n'y a qu'un pas. Et ce pas, je le vois dans la souveraineté individuelle telle qu'elle est professée par certaines personnes, et certaines seulement, pas tout le monde. D'autant plus que si on a une expérience des associations qui favorisent ce concept de sociocratie, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de verticalité, tout est horizontal, eh bien on voit bien à quel point chaque individu, de temps à autre, certains plus que d'autres, tente de prendre le pouvoir, de remettre en question des décisions qui avaient été acceptées collectivement parce qu'elles ne se conforment pas à ses propres attentes et donc à revenir encore et encore pour imposer ses propres vues. Admettons qu'on mette de côté ces extrémistes de la souveraineté individuelle, ces utopistes. Habituellement, ce terme est plutôt utilisé pour décrire la situation de quelqu'un qui serait tout simplement vraiment adulte. Et en réalité, les personnes qui sont réellement adultes, aussi érudits, aussi responsables, aussi forts, aussi importants soyons-nous, aussi cultivés, nous ne sommes pas des adultes. La quasi-totalité des êtres humains, arrivés à un âge adulte, se comportent selon des schémas infantiles. Donc, quelque part, je suis d'accord avec cette notion de souveraineté individuelle dans ce sens-là, de se comporter comme des adultes, qui ne sont pas dans l'attente que les autres fassent pour eux ce qu'eux-mêmes sont capables de faire. Mais dans ce cas-là, on peut parler simplement du terme être adulte. La souveraineté individuelle, c'est quelque part être adulte. Mais au terme souveraineté individuelle, je préfère largement un autre terme. Parce que sans cette autre réalité à laquelle je vais venir, il n'y a aucune souveraineté individuelle. Si vous suivez mes vidéos, si vous connaissez un petit peu vos fonctionnements et que vous avez une certaine lucidité, vous avez entrepris un travail sur vous-même et vous voyez que des parts de vous résistent abondamment et entretiennent les vieux schémas de comportement, les vieux schémas de pensée, les vieux schémas émotionnels, sans que vous ne puissiez rien faire. Et paradoxalement, c'est très intéressant d'observer de manière assez universelle, avec des exceptions évidemment, que quand des personnes parlent abondamment d'un sujet, c'est que ce sujet les concerne avant tout, et c'est que, n'arrivant pas à l'incarner dans la matière, ils l'incarnent dans leurs paroles et dans leurs croyances. Quelqu'un qui parle abondamment de souveraineté individuelle, lorsque j'avais certains échanges avec lui, de petites contradictions, bondissait. Il ne supportait pas la contradiction. Pourquoi? Eh bien, je répète, si vous avez une certaine lucidité sur vous-même, ou si vous avez compris conceptuellement ce que j'essaie de dire dans le cadre de mes vidéos et ce que tout le monde dit dans le cadre des traditions et des initiations, nous n'avons aucune liberté intérieure. Nous sommes des pantins, des machines, mus par des schémas intérieurs qui reposent sur des peurs et sur une peur fondamentale, des schémas de comportement, des schémas émotionnels et des schémas de pensée. Swami Prajnapada, un maître hindou de l'Adhyatma Yoga, dans la tradition du Vedanta, disait avec une grande lucidité: vos pensées sont des citations, vos émotions des imitations, vos actions des caricatures. À partir de là, et je suis à 100% d'accord avec Swami Prajnapada, j'abonde complètement dans son sens, nous sommes mus par des genres de programmes, comme un robot
composé de programmes informatiques et les situations extérieures viennent appuyer sur certains boutons et ces schémas se mettent en route sans même que j'en ai conscience et sans que je l'ai décidé. Je ne fais que justifier encore et toujours mes comportements pour ne pas voir que je n'ai aucune maîtrise, que c'est une compulsion. J'agis par compulsion. Il y a une raison métaphysique à cela, la coupure d'avec ma nature véritable pour m'identifier à une construction mentale que j'appelle personnalité, ma personnalité, qui est un ensemble de schémas, de réflexes conditionnés, des réponses conditionnées à des stimuli et des influences extérieures. Par exemple, cette personne qui parle abondamment de souveraineté individuelle, si je la contredis, se met en défensive, en position défensive. On appuie sur un bouton et tout de suite, il se sent, comme il dit, pas respecté. À quel moment, lorsqu'on n'est pas d'accord conceptuellement avec quelqu'un, on lui manque de respect? C'est un schème émotionnel d'identification, de recherche d'approbation à l'extérieur, et si je n'ai pas cette approbation, je réagis. C'est ce qu'on appelle dans la quatrième voie la considération intérieure et dans la tradition de l'énéagramme. Et ça va avec la conformité mécanique. Je me conforme mécaniquement, puisque je suis une sorte de machine inconsciente, à ce que la société attend de moi, l'environnement attend de moi, ces règles que j'ai intériorisées, auxquelles j'obéis en pensant obéir à ma conscience, là où je ne fais qu'obéir à mon surmoi. Ce gendarme intérieur, cette instance de contrôle de mes pensées, de mes émotions, de mes sensations, de mes comportements, de mes perceptions du monde, qui est le fruit du conditionnement reçu de l'intérieur et de ma conformité à ce conditionnement pour bénéficier de l'approbation de mes parents, de mes frères et sœurs, de mes enseignants, de mes amis, de mes professeurs, de mes collègues, de mes supérieurs, de mes employés, etc. Cette considération intérieure, ce qui signifie comment mon esprit est focalisé sur la manière dont les autres me perçoivent, sur l'image que je leur renvoie et la manière dont ils vont me conforter dans cette image. Je peux être identifié à une image de rebelle. Donc, à partir du moment où je me rebelle, j'ai peut-être l'impression de ne pas me conformer, mais je me conforme à ces attentes intériorisées et j'ai besoin d'exister en tant que rebelle. Certaines personnes se sentent très fortes, beaucoup plus fortes que les autres, et ont tendance à écraser et à dominer, parce qu'ils ont construit une image d'eux-mêmes de force, parce qu'ils fuient en fait leur vulnérabilité. Et donc ils ont besoin constamment d'agir en accord avec leur surmoi, qui lui dit tu dois te montrer fort, tu ne dois surtout pas te montrer faible. Donc c'est pas grave si tu dois écraser, dominer, faire ressentir à l'autre des émotions très nauséabondes en lui appuyant sur ses corps aux pieds les plus sensibles. C'est ce processus d'identification à la personnalité. Une personnalité qui est légion, comme dit Satan dans l'Évangile. Je suis légion. Notre personnalité n'est pas unifiée. Elle est fragmentée en plusieurs moi, plusieurs instances qui, tour à tour, prennent le contrôle. Un jour, je jure fidélité à mon épouse et je le ressens dans toutes mes cellules. Mais 3 mois après, j'ai commis l'adultère parce qu'un autre moi a pris le contrôle, un autre centre, et finalement, il n'est pas d'accord avec la promesse que j'ai faite, pourtant en y croyant de tout mon cœur. Je décide que demain, je vais me lever tôt pour aller marcher ou courir, et puis mon réveil sonne, et là, je suis trop fatigué. Un autre moi n'a pas du tout envie d'aller marcher ou courir, éteint le réveil et se rendort. Ma vie est ainsi faite que je justifie constamment mes actes s'ils ne correspondent pas à l'image de moi que j'ai créée, que j'essaie de renvoyer. S'ils ne correspondent pas aux décisions et aux promesses que j'ai faites, je transforme la réalité pour l'adapter et maintenir mon image et ne pas voir à quel point je suis l'esclave de compulsions intérieures, de schémas inconscients, en tout cas dont les motivations les plus profondes sont totalement inconscientes et inaccessibles à ma conscience, et l'un des moi crie: je suis souverain. Je suis souverain individuel. Nous sommes comme un bateau dont le capitaine a été séquestré, réprimé, enfermé dans une cellule obscure au fond du bateau. Et dans ce bateau, sans capitaine, les marins, les moussaillons, le cuisinier, à tour de rôle, cherchent à prendre le contrôle du bateau et à imposer sa propre volonté.
Il prend le contrôle de la barre et tente d'aller vers tel cap. Mais pendant le même temps, d'autres marins tirent dans l'autre sens. Donc il lui est très difficile d'aller vers le cap. Et puis ensuite, l'un des autres marins prend le dessus, prend l'ascendant et reprend la barre, et tente d'aller vers son propre cap à lui. Il fait même demi-tour. Mais là aussi, d'autres marins essayent de reprendre le contrôle. Donc il a du mal à faire demi-tour. Jung parlait de la fragmentation du moi. Monsieur Gurdjieff, Georges Ivanovitch Gurdjieff, disait que le moi est divisé. Le moi est pluralisé. Nous n'avons pas un moi unifié. Et il est vraiment important de le comprendre pour réaliser d'office que ce concept de souveraineté individuelle est fallacieux. Qui est souverain en nous? Qui est le souverain en nous? Dans mon expérience, les personnes les plus incohérentes, les plus déséquilibrées en termes de centre, sont celles qui clament le plus haut et fort leur souveraineté, leur obéissance au maître intérieur. Et c'est vrai. Mais de quel maître parle-t-on? Il existe effectivement une instance derrière tous ces moi qui bénéficie de cette division intérieure pour garder un certain contrôle et nous empêcher de retrouver le contact avec notre véritable identité derrière tous ces fonctionnements. J'ai acquis par conditionnement ce qu'on appelle éducation. Je ne dis pas que l'éducation est en essence mauvaise, je dis que l'éducation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui est fondamentalement mauvaise. Elle repose en un conditionnement et non pas en un épanouissement de l'être, de l'enfant. Donc, comme des réflexes pavloviens pour obtenir l'amour de nos parents, parce que derrière c'est une question de survie, lorsque je viens au monde, je ne suis pas un cheval qui se met sur ses pattes tout de suite et qui se déplace, et même le cheval a besoin de l'allaitement, de téter sa maman. Je suis un être frêle, fragile, totalement vulnérable. J'ai besoin qu'on m'habille, j'ai besoin qu'on me déplace, j'ai besoin qu'on me nourrisse, j'ai besoin qu'on me protège. Et si je ne suis pas aimé par mon environnement, je risque de mourir. Si on me délaisse, je suis mort. J'en ai une conscience viscérale, cellulaire. Je n'ai pas la, la pensée et l'accès au concept pour en être conscient. Mais c'est cellulaire, c'est viscéral, c'est instinctif. Cette quête de l'amour et de l'approbation, elle cache une peur profonde de la mort. Si je n'ai pas cette approbation, je suis mort. C'est ce que je ressens viscéralement quand je suis enfant, sans pouvoir le conceptualiser. Et c'est ce qui guide mes actions lorsque je suis adulte, sans pouvoir le réaliser, sans pouvoir en être conscient. C'est non verbal. Et c'est ce qui agit en moi, c'est ce qui meut tous mes comportements. À partir du moment où je réalise, au moins conceptuellement, mais surtout expérimentalement, à quel point je suis divisé, je ne peux pas dire que je suis souverain. C'est impossible. Si je dis à tout à chacun, tu es ton propre chef, tu fais ce que tu veux, tu es ta propre autorité, tu n'as pas besoin d'une loi extérieure ou d'un chef ou d'une autorité. Si je dis cela à des personnes qui sont dans la criminalité, dans la délinquance, vous pouvez bien imaginer les résultats catastrophiques que cela va donner. Si je dis ça à quelqu'un qui est dans un niveau de développement intérieur moyen, qui pense faire bien, mais qui agit par des mécanismes inconscients, il va justifier ses actions par cette notion de souveraineté en ayant l'impression que ce qu'il recherche, c'est le bien. Il cherche à faire bien. Cela ne peut être vrai que si cette personne a déjoué ses propres mécanicités intérieures, ses compulsions, ses schémas de défense, ses mécanismes de défense, ses pièges d'illusion qui l'amènent à agir pour obtenir l'approbation et pour maintenir une fausse image d'identité factice à laquelle je m'accroche et qui est tellement factice que je sens qu'elle est en insécurité et que j'ai besoin constamment de la rassurer. En revanche, si je dis ça à quelqu'un qui a un certain niveau de développement, on pourrait dire, si vous avez suivi ces vidéos, l'homme numéro 5 ou la femme numéro 5, qui a un moi unifié, une sorte de moi permanent, qui a un accès à la conscience de soi et donc au centre émotionnel supérieur, c'est-à-dire aux sentiments et aux vertus de l'âme. La sérénité, la tranquillité de l'âme, la bienveillance, l'amour désintéressé, l'amour inconditionnel. Si
Vous dites ça à une personne qui a atteint ce niveau de développement, cette reconnexion avec son être essentiel et les valeurs qu'il porte en germe et qu'il a développées, qu'il a laissé s'épanouir en lui, alors il va agir pour le bien. Beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas encore développé ses qualités. Mais même lui peut s'illusionner et se retrouver piégé par certains fonctionnements s'il n'est pas vigilant. Mais à partir de ce stade de développement, on peut parler d'une vraie souveraineté, une souveraineté intérieure. Je préfère le terme de souveraineté intérieure à celui de souveraineté individuelle. Parce que de quel individu parle-t-on? De l'individu complètement identifié à sa personnalité, dont les pensées sont des citations, les émotions des imitations et les actions des caricatures, plutôt des réactions, ou de quelqu'un qui a réalisé ce travail d'alchimie interne, de réunification du moi, pour accéder à un autre espace de conscience qui devient le capitaine, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans le bateau dont nous parlions, a réussi à réveiller le capitaine, à redonner ses forces au capitaine, puisqu'il s'était un peu atrophié, et le capitaine reprend sa place et retrouve un cap, puisque seul le capitaine peut lire une carte, une boussole, sait exactement où il est, reconnaître le territoire, connaît le fonctionnement des courants dans telle ou telle région, des vents, les risques de rochers, d'icebergs, et sait exactement où aller et comment y aller. Les marins n'ont pas cette vision, n'ont pas cette connaissance. Alors, lorsque le capitaine est réveillé, le bateau a un cap. Lorsque le capitaine de notre bateau, cette essence intérieure, est réveillée, l'organisme corps, âme, esprit a un cap. Il est souverain, intérieurement souverain, parce qu'il a réveillé celui qu'on pourrait appeler le souverain intérieur, qui est l'être essentiel que nous sommes en venant au monde, mais qui a été réprimé, qui s'est auto-réprimé pour s'identifier et se projeter dans une image de lui-même, qui se conforme progressivement à sa manière par soumission ou par réaction, peu importe, mais par réaction aux influences extérieures, il façonne une personnalité et il se plonge dans l'identification. C'est comme un rêve. Il rêve et il croit qu'il est telle personnalité avec telle qualité, tel défaut, telle aspiration. Et sa vie se passe dans cet espace-là. Comme les marins d'Ulysse qui se retrouvent endormis et plongés dans un songe duquel ils ne peuvent se réveiller d'eux-mêmes. Et pourquoi je n'aime pas trop ce terme à la mode? Parce que ce niveau de réalisation intérieure est extrêmement rare. Il est rarissime. La plupart des gens se bataillent avec leur schéma. Certains en sont conscients. Ils ont en tout cas une certaine lucidité, mais ils voient qu'ils n'arrivent pas à s'en défaire. Parce qu'il y a une clé. Il y a une clé de libération de ces schémas. Parce que ces schémas utilisent nos fonctions, des fonctions nobles, de ce qu'on appelle nos centres. Sont comme des cerveaux qui contrôlent le corps, l'instinct, la sexualité, l'émotion, l'intellect, et des centres supérieurs qui donnent accès aux sentiments et aux vertus de l'être, et un centre encore au-dessus qui donne accès à une perception objective de la réalité extérieure. Ces centres de commande ont besoin, utilisent les fonctions de cet organisme, la fonction du mouvement pour le corps lorsque je me déplace, la fonction instinctive pour gérer la digestion, la division cellulaire, etc. Tout un tas de choses qui échappent complètement à ma conscience. La fonction émotionnelle qui me permet de ressentir des émotions, de l'empathie pour l'autre, etc., de la compassion. La fonction intellectuelle qui me permet de raisonner, de projeter, d'imaginer, de me représenter des choses, de conceptualiser. Tout ça, ce sont des fonctions nobles. Mais notre état de conscience, qui est celui d'un homme ou d'une femme plutôt endormi et à moitié réveillé, dans une sorte de rêve éveillé, une forme d'hypnose constante que je ne remarque même pas. C'est pourquoi on parle d'éveil spirituel ou d'éveil intérieur. Il s'agit d'un éveil de la conscience et donc, en premier lieu, de l'attention. Mon attention est fluctuante, elle est extrêmement faible. J'ai le minimum d'attention pour faire ce que j'ai à faire pour l'existence, même si je suis apparemment brillant dans mon domaine.
mon attention me maintient dans cet état d'hypnose dans lequel je ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Et en premier lieu, moi-même. Je ne me vois pas tel que je suis, esclave de mes compulsions, de mes schémas, de mes réactivités émotionnelles, mentales, corporelles, de mes tensions, de mes peurs. Je ne me vois pas. Je crois me voir, je crois me connaître, j'utilise tout un tas de justifications, de rationalisation, de mécanismes de défense pour m'empêcher de voir la réalité telle qu'elle est. Et d'ailleurs, dans les groupes de travail, quand on a compris la situation et qu'on commence à voir cette division intérieure, c'est source de souffrance. Parce que je me croyais dans une certaine unité, je croyais me connaître, je croyais voir à peu près quelles étaient mes valeurs, mes vertus, et je me rends compte que je m'illusionnais totalement. C'est assez douloureux, mais c'est nécessaire. Donc, je suis dans un état totalement divisé, totalement esclave de mécanismes dont je n'ai absolument pas conscience. Je me crois à tort unifié et dans cette situation, je me prétends souverain. Je me mens à moi-même. Je n'ai aucune souveraineté. Mais je peux acquérir cette souveraineté. Et ça passe par un travail particulier, un travail difficile, un travail qui demande du temps, beaucoup de persévérance et surtout beaucoup d'efforts d'attention et d'observation de soi. Il ne s'agit pas d'un travail thérapeutique qui va améliorer mon fonctionnement sur tel ou tel plan, mais qui ne va pas réveiller ma conscience. Car dans cet état d'hypnose, mes fonctions sont usurpées par ce maître intérieur que beaucoup écoutent, qu'on peut appeler autrement ego. Mes fonctions sont usurpées par une sorte d'instance qu'on pourrait appeler ego, et que certains écoutent en pensant écouter le maître intérieur. Donc mes fonctions sont à la merci de cette instance psychique que j'ai créée, pour des raisons sur lesquelles j'ai déjà beaucoup insisté, que j'ai créée et qui a pris le contrôle, comme quelqu'un qui oriente les marins. Le capitaine doit rester à sa place et cette instance influence les marins pour, dans cette valse des différents moi qui prennent le contrôle, orienter lui-même le bateau plutôt vers la catastrophe. Mais ce dysfonctionnement de mes fonctions, qui vient du fait que ces centres dont j'ai parlé, ces cerveaux, sont déséquilibrés. Certains sont beaucoup plus développés que d'autres, donc certains sont atrophiés et leur fonctionnement n'est pas harmonieux. Les centres s'occupent des affaires des autres et ne s'occupent pas bien de leurs propres affaires. Donc ça crée un dysfonctionnement de base qui empêche toute reconnexion à ma nature essentielle, à ma conscience. Mais la bonne nouvelle, c'est que par un effort d'harmonisation de ces centres et par un effort de conscience, un effort d'attention, je peux passer dans un autre état de conscience, qu'on appelle la conscience de soi, qui est radicalement différente de l'état de conscience ordinaire qui est le mien. Il y a la même différence entre la conscience de soi et ma conscience ordinaire qu'entre ma conscience ordinaire et ma conscience quand je dors et que je rêve. Il y a une différence aussi, quasiment aussi fondamentale. Et dans cet état de conscience de soi, mes fonctions retrouvent leur vrai fonctionnement. Ce ne sont plus des dysfonctions, ce sont des vraies fonctions. Je n'imagine plus la réalité que je perçois à travers tout un tas de filtres et de représentations. Je commence à percevoir la réalité beaucoup plus objectivement, mais j'utilise mes capacités d'imagination, de représentation quand j'en ai besoin pour un travail, pour expliquer quelque chose, mais je ne suis plus à la merci de ces fonctions. Les stoïciens nous disent que ce n'est pas le réel qui nous trouble, c'est la représentation. Ce sont les représentations que j'appose sur le réel qui me troublent, qui produisent l'émotion négative, la souffrance. Ces représentations dont parlent les stoïciens sont un dysfonctionnement de ma capacité d'imagination et de représentation. Ils se retournent contre moi, sous l'influence de cette instance intérieure qu'on appelle ego, qui nous dit et nous fait croire et nous fait clamer que nous sommes souverains. Nous sommes légion. Nous ne sommes pas souverains. Je connais des personnes qui sont pourtant très très bien intentionnées et qui ont pourtant compris que cette souveraineté, elle passe par une solidarité collective, mais qui répriment des pans entiers de leur psychisme. Si je laisse cette colère venir, je ne vais pas la maîtriser, elle va me dépasser. Si je laisse cette tristesse, elle va m'anéantir, je ne vais pas la maîtriser.
Donc il y a des parts de mon royaume intérieur que j'ai mises dans l'ombre et que je ne veux surtout pas contacter. J'ai mis une chape de plomb, ce qu'on appelle l'inconscient. Et à partir de l'inconscient, ces forces que je ne veux pas voir, elles me dirigent. Elles me dirigent constamment. Les vrais souverains en moi, ce sont ces mécanismes de défense, ces compulsions, ces peurs profondes, ces espoirs, ces attentes, ces désirs, souvent refoulés, qui, depuis l'ombre dans laquelle je les ai placés et desquels je ne veux surtout pas les sortir, contrôlent absolument toutes mes actions, contrôlent mes émotions, contrôlent mes pensées. Comment puis-je être souverain si je comprends que certaines parties de moi, je les réprime, je ne veux pas les voir, sinon elles vont me dépasser? Qui est souverain? Et où se trouve le vrai souverain ou les vrais souverains en moi? Je vous renvoie vers le conte Le réveil du roi, qui est une allégorie de ce travail, en haut à droite de votre écran ou dans la description, si vous voulez voir un peu plus ce qu'il en est de manière allégorique. Donc ces forces logent au plus profond de mon inconscient et elles se manifestent dans certains comportements, dans certaines attitudes. On peut les voir objectivement. Et on peut voir que la personne ne peut pas être souveraine si elle n'a pas conscience de l'intégralité de son royaume intérieur, au moins de son psychisme ordinaire. Ne parlons même pas de la conscience profonde que nous sommes, au moins du psychisme ordinaire. Il y a un schéma de comportement qui est assez universel, je répète, qui consiste à chercher à acquérir ce qui nous manque en parlant abondamment. Je suis désolé, je vais être un peu trivial, mais si vous avez à peu près mon âge, vous connaissez la publicité sur les frites McCain. C'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Dans cette publicité, une personne vante tous les mérites et le goût de ces frites McCain, et pendant ce temps-là, la personne qui est avec lui mange le contenu de l'assiette. Et avant que la personne ait pu en goûter une seule, l'autre avait tout fini. Et la morale, c'était le slogan: les frites McCain, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. J'ai trouvé ça intéressant à l'époque déjà, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me vient souvent à l'esprit lorsque j'observe, chez les autres ou chez moi, une tendance à parler beaucoup de quelque chose, ça me met en alerte. Attention. Je pense souvent à ma grand-mère qui incarnait complètement la bonté et la générosité, mais qui n'en parlait jamais. Je ne crois pas avoir entendu ce mot dans sa bouche une seule fois. Mais tout en elle émanait la bonté et la générosité. Donc soyons vigilants à ce dont nous parlons le plus sans arrêt. De quoi cherchons-nous à nous convaincre nous-mêmes et les autres de cette manière? Donc la bonne nouvelle, c'est que, et on peut voir cette différence entre les différentes catégories d'hommes au sens neutre, hommes et femmes. Les femmes ne font pas exception à la règle. Les catégories de l'humanité se répartissent en 3 grands groupes que l'on retrouve dans l'énéagramme. Le groupe des instinctifs, les hommes et femmes numéro 1, le groupe des gens plutôt basés sur l'émotion, numéro 2, et les intellectuels, numéro 3. Alors il faut faire attention. Ça n'est pas quelqu'un qui est instinctif ne va pas forcément manifester une jouissance de la vie, ne va pas manifester et extérioriser ses instincts et la colère qui va avec. C'est ce sur quoi son esprit est focalisé, soit pour l'exprimer, soit pour la réprimer, soit pour l'anesthésier. Donc, certaines personnes vont avoir l'air d'être des gens très érudits, très mentaux, mais ce sont en fait des instinctifs qui utilisent ce centre intellectuel pour asseoir leur manière de traiter le centre instinctif. Donc le centre intellectuel, qui a l'air très développé, est en fait à la merci du centre instinctif et il ne fait pas ce qu'il a à faire pour lui-même. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Les types émotionnels ne sont pas forcément des gens qui vont exprimer leurs émotions et leurs ressentis. C'est que leur structure psychologique est basée sur le ressenti, l'émotion, l'image et sur la manière de le traiter, soit en l'extériorisant, soit en l'intériorisant, soit en neutralisant son ressenti pour correspondre aux autres. Donc ce n'est pas simple, ce n'est pas aussi simple que ça ne le paraît. Et les types mentaux ne sont pas toujours des érudits ou des gens que vous allez qualifier comme des intellectuels, pas du tout. Vous allez peut-être penser que ce sont des instinctifs ou des émotionnels, parce que l'émotion associée aux types mentaux, c'est la peur et l'anxiété. Donc ce sont des types qui sont basés
sur la peur et l'anxiété et l'évitement de cette peur. Certains vont la manifester, d'autres vont la contrecarrer. Donc c'est assez nuancé, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais à partir de là, nous comprenons que la totalité de l'humanité est répartie en ces trois groupes. Nous naissons dans l'un ou l'autre de ces groupes et nous nous manifestons à partir de ça et nous pensons que c'est la seule manière de se manifester et que tout le monde soit voit les choses comme nous, soit devrait les voir comme nous. Et puis, il existe une catégorie qui est le fruit d'un travail au sein d'une école, d'un enseignement authentique, qui permet de rééquilibrer ces trois centres et de sortir des catégories 1, 2, 3 pour entrer dans la catégorie 4. 3 plus 1, c'est-à-dire les trois centres unifiés, plus un début de centre de gravité. Il n'y a pas d'unité encore, mais il y a un centre de gravité et il commence à y avoir une direction. La personne a mis en application les enseignements de l'école, du maître, peu importe, qu'il a reçu, et il commence à en voir les fruits. Il commence à se voir un peu plus lui-même dans ses fonctionnements. Il est de moins en moins dupe et de plus en plus lucide. Il connaît des petits moments de véritable conscience de soi. Et puis, l'étape au-dessus, c'est ce qu'on appelle la conscience de soi. L'homme numéro 5, ses moi se sont unifiés. Les différents aspects de lui-même s'étant mis au service du centre de gravité ont fini par s'unifier. Il a accès à la conscience, il a un moi permanent, il est le même quelles que soient les circonstances, même s'il est amené volontairement et consciemment à jouer des rôles, il n'est plus le jouet de ces rôles, il n'est plus l'esclave de ces masques, il sait quand il faut les porter ou pas, et il est capable de les enlever si il en est besoin. Alors qu'avant, je suis identifié à mes masques me collent à la peau. Ma personnalité, ça vient du latin persona, qui veut dire masque. J'ai créé un masque et je me prends pour ce masque, il me colle à la peau. L'homme numéro 5 ou la femme numéro 5 est lucide sur ses fonctionnements. Il ou elle se connaît lui-même ou elle-même. Et à partir de là, ayant un vrai moi permanent et une vraie conscience de moi-même et une lucidité sur moi et mes fonctionnements, un rééquilibrage de mes centres où chaque marin est remis à sa place et fait correctement son travail, j'ai un cap. Et là, je peux dire que je suis souverain. Mais en général, je ne le dis pas. Quelqu'un qui a l'être, on pourrait dire que c'est une question de développement de l'être et non pas du savoir ou de l'avoir ou de mes fonctionnements. C'est un développement de l'être que je suis qui s'épanouit de plus en plus et prend de plus en plus de place dans mon conscient, dans mon psychisme. Quelqu'un qui a l'être d'un homme ou d'une femme numéro 5 ne va pas dire « je suis souverain ». Il n'a pas besoin, il n'a même pas besoin de se le dire. Ça ne lui vient même pas à l'idée. Si je suis un garçon, je n'ai pas besoin de répéter à longueur de temps « je suis un garçon, je suis un garçon, je suis un garçon ». C'est une évidence, même si aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. C'est justement pour ça qu'on a besoin de revendiquer ce qu'on n'est pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Moi, j'accepte totalement la contradiction, surtout si elle est argumentée. Je veux bien revenir sur ma perception des choses si on me prouve l'inverse, mais jusqu'à preuve du contraire, de toute évidence, ce que j'observe, c'est que les personnes qui parlent le plus et le plus intensément et avec beaucoup d'émotion de la souveraineté individuelle sont des personnes qui ne sont pas souveraines intérieurement. Ce n'est pas un jugement, c'est une question de discernement. Il suffit de voir objectivement les attitudes, les comportements, les manifestations de tout ce qui est réprimé, de tout ce qui n'est pas perçu chez la personne elle-même pour comprendre à quel point c'est vrai. Il existe des personnes souveraines intérieurement, mais en général, elles n'utilisent pas ou très rarement ce vocable. Elles n'en ont pas besoin. Un proverbe que j'aimais beaucoup quand j'étais adolescent et qui me revient très souvent, c'est le suivant. L'homme n'est accompli, alors l'homme au sens neutre, hein, aujourd'hui il faut insister, l'homme n'est accompli que lorsque son cœur reste égal dans les 4 situations suivantes. Lorsqu'on le glorifie, lorsqu'on le rabaisse, lorsqu'on lui fait une faveur, lorsqu'on lui oppose un refus. À partir du moment où, dans son cœur, la sérénité, la tranquillité d'âme est toujours présente dans ces 4 situations, qui sont en lien avec la considération intérieure, comment les autres me perçoivent, comment les autres se comportent avec moi, comment les autres devraient se comporter avec moi, avec respect. Ils devraient voir mes qualités, ils devraient me saluer quand ils me voient, ils devraient me dire bonjour avec un ton enjoué,
il ne devrait pas me faire la tête, etc. Je n'ai pas conscience d'à quel point cette considération intérieure gouverne toutes mes actions. Certains petits défis, certains petits exercices permettent de s'en rendre compte immédiatement, sans aucune possibilité de justifier. Donc si, dans ces circonstances, dans les épreuves de la vie, dans les moments où je suis au plus haut ou les moments où je suis au plus bas, mon cœur reste égal dans cette sérénité, cette tranquillité, cette paix intérieure, alors je suis souverain. Donc je terminerai par cette paraphrase du proverbe: l'homme n'est souverain que lorsque son cœur reste égal dans les 4 situations suivantes: lorsqu'on le glorifie, lorsqu'on le rabaisse, lorsqu'on lui fait une faveur, lorsqu'on lui oppose un refus. Et j'ajouterai une contradiction, une contrariété, un désaccord, un jugement. Il suffit que je regarde comment je me comporte avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui me disent des choses que je n'ai pas envie d'entendre, pour voir que mon cœur ne reste pas égal. En guise de conclusion, un point que je n'ai pas abordé, c'est que ça fait partie quelque part de la surresponsabilisation des individus. Si vous avez des problèmes à votre travail, avec vos collègues, avec votre patron, avec votre conjoint, c'est parce que vous êtes responsable. Vous êtes souverain, donc vous n'avez pas à accepter tout ça. Donc vous êtes responsable de ce qui vous arrive. C'est un petit peu l'effet inverse de je me victimise et je projette toute la responsabilité sur l'autre. On est toujours dans un extrême ou dans un autre. C'est assez compliqué de voir des gens qui évoluent dans la justesse, dans la nuance. Ça, c'est un point de détail. Mais on le retrouve beaucoup dans les entreprises. On fait venir des formateurs pour le bien-être, pour montrer aux gens que même si l'entreprise n'est pas respectueuse des salariés et de leurs droits et de leurs conditions de travail, c'est à eux d'être heureux dans ces conditions, c'est à eux de cultiver la joie et le bonheur. Ça peut participer d'un endormissement de la conscience, par exemple de la conscience politique. Vous n'avez pas besoin des autres, arrêtez de vous occuper de ce qui se passe à l'extérieur, et laissez faire, et occupez-vous de votre nombril. Un peu plus sérieusement dans le thème qui nous intéresse aujourd'hui, de la souveraineté intérieure. Je trouve que cela confine à une sorte de culte du moi. Moi, je suis souverain. Moi, je. Je n'ai besoin de personne à l'extérieur. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de sauveur. Quiconque a avancé suffisamment sur un cheminement intérieur, sur un cheminement initiatique, commence à rencontrer des territoires en lui qui sont très inquiétants, qui nous incitent à faire demi-tour. Si, par aspiration, par courage, par foi, on continue, on découvre des territoires encore plus inquiétants, et ainsi de suite. Et quand on arrive dans des zones en nous tellement difficiles à gérer pour notre conscience que nous les avons refoulées au plus profond de l'inconscient, parce qu'elles sont intolérables et qu'elles nous manipulent depuis l'obscurité dans laquelle nous les avons logées, et bien lorsque nous faisons face à ces terreurs, ces angoisses terribles qui n'ont pas d'équivalent dans le monde psychologique, nous ne pouvons pas faire face. Nous nous sentons totalement incapables. Et dans ce constat que nous sommes totalement impuissants, comme Jésus dit à son Père: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, que ta volonté soit faite et non la mienne. Je m'abandonne à ta volonté. Il y a dans cet espace dans lequel nous sentons que nous sommes complètement dépassés, nous n'avons absolument pas la force, ce que nous rencontrons est bien trop terrible pour que nous puissions l'affronter seuls, il y a une possible reddition de l'ego, du moi. J'abandonne, je cesse de lutter et je m'en remets à Dieu, je m'en remets à quelque chose, un sauveur extérieur. À partir de là, dans cet espace de vulnérabilité totale, quelque chose de l'intérieur, de la profondeur, peut émerger. Quelque chose qui provient d'un espace en nous de force, de foi, de courage, d'acceptation de cette vulnérabilité. Si mon moi est convaincu d'être souverain et de ne pas avoir besoin de qui que ce soit d'autre, il ne peut pas accepter le sauveur intérieur, puisque le sauveur profondément intérieur est bien extérieur au moi.
Le moi est une construction mentale. Il n'y a rien de réel dans le moi. Et le moi qui refuse de s'en remettre à quelque chose d'autre que lui-même ne pourra jamais ouvrir la porte vers cette reddition de l'ego, vers ce geste intérieur qui, ayant épuisé toutes ses forces pour lutter contre ces ténèbres intérieures, finit par s'y laisser engloutir en demandant l'aide de quelque chose de supérieur à lui, qui réside au plus profond de nous. Mais je répète, c'est à l'extérieur du moi. Donc pour le moi qui dit: «Je n'ai besoin de personne», cette porte intérieure vers notre sauveur intérieur, vers ce souverain intérieur, elle est fermée à triple ou quadruple tour. Même le Christ se tourne vers son Père, puis comprend que sa volonté à lui soit faite et non la sienne propre, que la volonté du Père soit faite. Alors opère cette reddition, surrender en anglais, un abandon total de mon petit moi à quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et la vraie souveraineté, elle est là, dans l'acceptation de sa totale vulnérabilité. Je ne suis rien. Tout ce que je suis est une construction mentale et quand j'arrive face au dragon le plus terrifiant qui gît au plus profond de mon inconscient, je n'ai absolument pas la force de lutter. Je dois m'abandonner à ce qui, en moi, a la force de faire face. Je vous souhaite une excellente fin de journée.